Ça fait longtemps qu'on travaille sur les questions de crise, au moins depuis les années 80, commencé avec Seveso, Flixborough en Angleterre. Et aujourd'hui, nous sommes sur des crises d'ampleur beaucoup plus importante, avec des cyclones de niveau 5, avec beaucoup d'inconnus sur aussi bien le terrorisme que sur le problème de cyber. La grosse différence entre hier ou avant-hier et aujourd'hui, même si c'est toujours un peu artificiel, c'est de dire que l'ampleur est très vite tout à fait à une autre échelle, mais il y a beaucoup plus. Je pense que ce qui vraiment sépare les deux temps, c'est qu'auparavant, les socles sociétaux, les contrats sociaux, l'univers technologique, l'univers économique étaient à peu près stables. C'est-à-dire qu'une crise était un accident qui faisait une brèche. Il fallait gérer les effets dominos qu'il y avait après l'accident. Et aujourd'hui, nous avons les socles qui sont extrêmement fragilisés et on assiste à des prises en masse, à des développements systémiques foudroyants. Et donc, c'est à la fois porteur de crise et toute crise devient immédiatement un déclencheur qui dépasse complètement la vision qu'on avait avant, qui était centrée sur l'accident. Et aujourd'hui, on va glisser sur l'engloutissement. Donc, on a une différence de nature, je crois, aujourd'hui, entre les crises d'hier et les crises d'aujourd'hui, sachant qu'on peut très bien avoir les crises d'hier aujourd'hui, ça n'efface pas l'avant, mais voilà un peu le terrain beaucoup plus pulvérulent sur lequel on travaille aujourd'hui. Comment on échelonne dans le temps une crise? Alors, on peut toujours trouver des types sur le mode, il y a un accident, il y a un développement, il y a un fin de crise et il y a l'après-crise. Je pense qu'il faut être très prudent avec cela. Ça permet de cadrer un peu, mais qu'est-ce qu'il y a avant la crise et qui va générer petit à petit la mise en place d'un terrain de crise? Donc, quels sont les signaux? Et souvent, on parle de signaux faibles. Moi, aujourd'hui, je parle beaucoup de signaux aberrants, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas si on ne les cherche pas et qu'on ne les cherche pas en dehors du cercle habituel de là où on regarde, en dehors du lampadaire. Il y a tout cet avant-crise. Et puis après, quelles sont les queues de crise, comme on dit pour une comète et quelquefois, on a un rebondissement de crise et quelquefois, ça reste des traces. Regardez Tchernobyl, ça reste une trace dans l'esprit de la population. Donc on est sur un terrain meuble, donc on peut globalement trouver des séquences, mais il faut faire attention avec ces séquences, ça peut rebondir et très souvent, les racines sont très profondes. Si je mets à la place d'un opérationnel qui est sollicité en situation où on dit il y a une turbulence, il y a une crise, etc., la grosse difficulté, certes, il y a un problème technique de est-ce qu'on a les moyens de faire face. Et c'est vrai qu'auparavant, il y avait des chocs, aujourd'hui, il y a des méga-chocs, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus ample. Quand on voit Katrina, c'est à une échelle qui dépasse l'imagination. Quand vous évacuez 1 500 000 personnes pour 6 mois, bon, on n'est pas dans les cadres habituels. Et donc ça, c'est déjà un premier choc. Le second choc pour un gestionnaire, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'on va avoir des phénomènes, non pas seulement d'incertitude, mais vraiment d'inconnu. On rentre dans l'inconnu, on ne sait pas. Et que la crise elle-même va muter pendant le temps de la crise. Donc on commence avec une vision et elle n'est plus suffisante, il faut trouver une autre vision. Et donc le véritable enjeu pour les gestionnaires de crise, c'est est-ce qu'ils ont la culture pour prendre en charge un phénomène aussi difficile à saisir et qui va muter dans le temps. Et donc on est très loin de la culture de l'accident dans lequel il y a quelque chose qui est défini, on alerte, on mobilise, on fait. Ici, c'est de quoi s'agit-il? Je ne sais pas et ça va changer peut-être au cours du temps. Et je vais peut-être être jugé en fonction d'une vision qui en fait n'est pas la bonne, ou je vais peut-être agir en fonction d'une vision qui n'est pas la bonne. Et donc des divergences de vision assez rapides. Et donc toute la question va être pour le gestionnaire de crise,
et ça c'est mon thème numéro un, est-ce que j'ai une capacité de recul à tout moment pour savoir de quoi il s'agit? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il est évident que si on a vraiment été dans la très très grande difficulté pour se saisir du problème, je prends l'amococadise par exemple, avec 60 appels au secours et personne qui ne bouge, avec, comme le rapport parlementaire l'avait dit, des gens qui ont l'information mais pas de moyens, et d'autres qui ont les moyens mais pas l'information, et que ça ne cause pas entre les deux. Ou bien qu'on a assuré qu'il n'y avait pas de problème, alors que pour l'ensemble de la population, il y a un problème, quand l'ensemble de la région parisienne est touchée par la neige, mais qu'on fait un communiqué sur le fait qu'il n'y a pas de problème, ça va craquer. Ou Tchernobyl, où on affirme qu'il n'y a aucun problème, et après, il y en a pour des décennies à rattraper une crédibilité perdue. Bon, ça, c'est déjà un premier niveau. Est-ce que j'ai le niveau suffisant pour faire face à la chose? Et que je ne me suis pas trompé dès le départ. Il y a des problèmes plus fondamentaux qui vont être... la crise est tellement tétanisante, tellement inquiétante pour des gens qui ont en tête un monde stable et protégé. Il y a une tendance qu'on va avoir de prendre tout ce qui est autorité officielle pour les boucs émissaires. C'est-à-dire que s'ils avaient bien fait, il n'y aurait pas eu. Ils auraient apporté des éponges suffisamment vite pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Et donc là, il y a une revendication qui est extrêmement forte et quelque part un peu perverse, parce qu'on va demander à l'autorité d'assurer qu'elle a tous les moyens, tout en étant en non-crédibilité par rapport à cette même question. Et donc si on répond oui, oui, on a tout, l'autorité perdra sa crédibilité. Et donc ce sont des phénomènes extrêmement complexes, et je pense que la réponse, c'est quelque part une association le plus tôt possible, et en alerte, en prévention d'abord, en alerte, en mise en place avec les populations. Et si ça, ce n'est pas assuré, très vite, il y aura la césure et la mise en cause de l'autorité. Ah, il y a un premier point pour les gestionnaires de crise qui doivent se préparer, c'est de consolider une excellence dans tout ce que l'on sait en matière de coordination, d'osmose entre les uns et les autres, en matière de communication, être capable immédiatement d'utiliser aussi bien la télévision, la radio, les réseaux sociaux. Tout ça, ça doit être un acquis entretenu, parce que c'est déjà compliqué à garder. Mais votre question porte sur un deuxième point, c'est et après? Et maintenant, comment je m'entraîne par rapport à l'inconnu? Et là, c'est vraiment une question de plasticité mentale. Est-ce que je suis capable, et c'est ça la clé, de générer des questions au lieu uniquement de faire assaut de réponses, et en essayant d'espérer que la crise rentrera dans ces réponses. Et donc comment je peux générer de la question en situation qui va être floue, insaisissable et largement inconnue. Et donc le vrai ressort de l'affaire, c'est d'avoir des pilotes de crise qui soient capables de générer du questionnement, et donc d'affronter la question de l'ignorance. Or, c'est très très loin, de notre formation, de notre culture, de nos entraînements, et la crise elle-même, avec l'inquiétude que ça génère, va pousser à aller de plus en plus et de manière frénétique sur des réponses qu'on va accélérer, au lieu de se poser les questions: est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu? Quelle est la question qu'on ne s'est pas posée? Quelle est la question qu'on ne peut pas se poser étant donné nos contraintes multiples? Et c'est là que se trouve la nécessité aujourd'hui de préparation. S'entraîner et être surpris. Je pense que si je prends l'univers de nos préparations, très souvent vous allez avoir des personnes qui ont préparé un scénario, qui quelque part, même sans le dire, va être ressenti comme il y a des gens à côté qui ont le grand livre du maître et avec les réponses. Et la personne qui rentre en formation, ça va être: est-ce que je trouve ces bonnes réponses et je peux me caler dans ce qui est optimum par rapport à ce qui devrait être fait. D'un côté, ça c'est parfait, il faut le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, se préparer, ça veut dire être capable d'être du côté de la crise un petit peu pour se familiariser avec
qu'est-ce que c'est qu'un univers de haute surprise, être capable de naviguer dans cet univers de façon créative. Et donc moi, quand j'entraîne des personnes, je leur dis, c'est vous qui allez construire le scénario. Et le problème numéro un, c'est pas de construire le pire avec du Hollywood et puis de l'hémoglobine partout, c'est de construire la plus grande surprise. Et ça se joue un peu. C'est-à-dire, tenez, vous n'avez pas vu que hier, on a fait un communiqué qui était rassurant et depuis, on n'a plus rien fait. Or, à l'étranger, ils ont déjà communiqué sur le fait que ce n'était pas ça. Eh bien, très souvent, dans les exercices que l'on fait, on va continuer à s'acharner sur est-ce qu'il faut envoyer 2 ou 3 véhicules de plus, mais on ne verra pas que, attendez, on est déjà en divergence avec la population, on lui a dit hier, et on n'a rien dit de plus, que ça allait bien. Et est-ce que je peux m'entraîner à cette acuité de perception, disant, stop, je crois que là, nous avons un problème, et si nous continuons, nous allons perdre l'initiative. Et c'est ça qui est pour moi le plus important. Est-ce que je peux mettre ensemble du questionnement pour alimenter la réflexion du pilote, et du décideur, du dirigeant, pour être capable de naviguer dans ce terrain qui est, par définition, extrêmement meuble, pulvérulent et potentiellement explosif. Il y a une très bonne expérience que je vous ai donnée. On l'avait développée avec le préfet Frémont, qui était à l'époque directeur général de l'administration au ministère de l'Intérieur. Et il avait développé des séminaires pour les préfets. Au départ, c'était dans une logique de formation. Et très très vite, on a compris qu'un titre s'imposait. C'était nouvelle crise, nouvelles attitudes. On allait rencontrer les préfets, chacun d'entre eux, dans sa préfecture, avant le séminaire, et on leur posait la question, qu'est-ce que vous pourriez apporter comme expérience pendant ce séminaire? Je me rappellerai par exemple Christian Lacroix, qui était préfet de Morbihan et qui venait de la Guyane, avait fait une magnifique intervention sur de V36, le lanceur V36, à Kourou, qui avait eu un problème, à la vache folle. Et il avait fait il avait témoigné comme ça de toutes les questions qui s'étaient posées. Et donc, préparer les uns et les autres à formuler, verbaliser, partager les questions les plus compliquées qu'il avait, comme lui quand on lui a annoncé qu'il y avait un nuage au-dessus de Cayenne qui n'a jamais existé. Mais bon, c'est ça qu'il reçoit lui comme information en tant que préfet, je fais quoi avec ça? Sur la vache folle, c'est Dominique Dormont, le responsable scientifique, dit je pourrais vous donner les réponses, je vais monter 2 groupes de recherche, et d'ici 15 ans, on verra à peu près. Pour le décideur, c'est très déstabilisant. Je vais fabriquer comme ça des moments de rencontre dans lesquels on peut échanger ensemble sur les arêtes et non pas sur les réponses que l'on avait. La difficulté, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte. Il faut que ce soit vraiment pour les dirigeants aujourd'hui. C'est la cible numéro 1. La numéro 2, c'est les hauts potentiels. Et donc, il ne faut pas que ce soit chronophage. L'important, ce n'est pas de les bloquer pour 3 nuits, c'est de leur donner de temps en autre la possibilité de se rencontrer. Et là, on peut imaginer toutes sortes de possibilités. Avec le numérique, aujourd'hui, c'est facile. Où on fasse le point. Il se passe telle chose, vous feriez quoi là-dessus? Est-ce que vous pouvez élargir la question? On ne cherche pas forcément la bonne réponse, mais comment on se saisit de l'affaire? Et les 4 questions que j'ai toujours, c'est quoi le problème? C'est quoi les pièges? C'est qui les acteurs? Et si vous aviez 2 choses à faire là-dessus, ce serait quoi? Qu'on entraîne comme ça petit à petit les gens, mais qu'on ait aujourd'hui, ça c'est fondamental, des logiques de formation, des logiques de préparation, effectivement adaptées au niveau hiérarchique le plus important, qui est aujourd'hui le plus concerné. Et donc, qu'on ne lui fasse pas jouer à dérouler des tuyaux, ce n'est pas ça le problème. Qu'on ne lui prenne pas 3 nuits, mais quelque chose d'extrêmement pointu et sur lequel lui, il va pouvoir accrocher. Je dirais que c'est très important de s'ancrer sur le vécu des personnes que l'on entraîne. Ces personnes-là ont beaucoup de questions déjà dans le cerveau et dans l'expérience. Ils en savent beaucoup. Il ne faudrait pas que tout l'entraînement ce soit vous oubliez votre expérience et vos questions, voilà nos réponses et sur lesquelles nous allons travailler. Ça, c'est vraiment pas la piste à étudier.
partir de l'expérience, de l'interrogation pour faire des personnes des acteurs de leur formation et de leur questionnement. Ça me semble très important. Alors, on peut reprendre. Hier, j'étais avec un de vos groupes et ils ont trouvé un scénario qui était intéressant d'avion cargo qui avait un problème et on a travaillé sur cette affaire. Bien, en illustration après et en complément, j'ai pris le crash d'un avion d'El Al sur Amsterdam en 92 à Amsterdam et qui illustrait ce qu'ils avaient vécu. Donc on peut faire un mélange entre leurs questions, du vécu et donc du retour d'expérience. Et donc c'est cette osmose entre les deux qui permet d'avancer. Et là, ils rebondissaient. Et certains m'ont posé la question, mais c'est vrai ce que vous dites? Ben oui, c'était l'expérience. Il y a un livre entier sur le sujet, et ça rebondissait, et ça se mettait en écho avec ce qu'eux avaient trouvé. Et, bon, et je crois que ce qui est important, c'est vraiment d'anticiper des phénomènes. Il ne faut pas être paranoïaque sur le thème bombardement généralisé nucléaire sur l'ensemble du monde. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est se préparer à des très grandes surprises. Et les surprises, c'est le plus souvent ma vision qui n'est pas la bonne. Et comment je fais? Par exemple, le plus perturbant que j'ai vu, c'est quand votre plan d'urgence et votre plan de crise est en fait le levier de la crise, éventuellement le levier de l'attaque, comme on a vu sur l'anthrax, où ce n'était pas la lettre avec l'anthrax qui posait problème, mais c'était les machines de tri dans les postes internationaux qui écrasaient les lettres et qui en généraient partout. Ce qui fait qu'une dame dans le Connecticut, qui avait 70 ou 80 ans, a reçu une lettre d'anthrax. Enfin, c'est vraiment pas une cible, mais on n'avait pas compris. Et c'est en faisant le travail qu'on a vu que c'était le système lui-même qui donnait l'ampleur à la chose. Voilà des genres de surprises qui sont complètement... ça décontenance les responsables qui disent je faisais ce qu'il y avait de mieux. Oui, c'est en le faisant justement, en appliquant votre plan qui était le levier de la crise. Ce sont des surprises fondamentales, génériques, sur lesquelles il faut travailler. Alors, si on va au fond de quels sont les blocs fondamentaux sur lesquels il faut travailler, je dirais c'est une ouverture culturelle au fait d'être capable de travailler créativement sur une feuille blanche. Je rentre dans la salle, je ne cherche pas où se trouve la malle dans laquelle il y a les réponses. Je sais tout de suite que ça va être un moment de créativité intellectuelle extraordinairement pressant sur lequel je vais devoir travailler. Et je vais être vraiment confronté à mon intelligence fondamentale que je vais partager avec les autres personnes qui sont autour de moi sur le mode est-ce que je peux comprendre ce qui se passe? Et si j'ai réussi à mieux prendre en charge l'ensemble des ancrages de cette crise, et de son aspect tentaculaire et de ses potentialités, là, je serai beaucoup plus à l'aise pour travailler avec les dirigeants, pour travailler avec la population, pour faire une communication, sachant que la communication aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre la rapidité. Le seul point fort de qui pilote une crise, c'est le fait qu'il ait ou non une avance sur l'intelligence de la crise et qu'il ait ce recul. S'il n'a pas ce recul, il ne pourra jamais lutter contre la vitesse de propagation des informations. Alors, sur la force de réflexion rapide, juste peut-être quelques éléments de cadrage. On avait commencé à EDF. Au départ, j'avais suggéré qu'il y ait une, puis deux personnes qui soient un observateur stratégique dans la cellule de crise nationale. Ils ne font rien, ils regardent, et leur seule interrogation, c'est est-ce qu'il y a une divergence entre ce qui se passe et ce qu'on fait et le développement de la crise, et qu'ils soient capables d'intervenir de temps en temps sur le mode peut-être que là, nous avons un angle mort sur lequel il vaudrait mieux travailler. Là, il y a eu quelque chose qui n'est pas satisfaisant du tout, il faut vite rattraper. Là, il se passe une émergence qu'on n'avait pas anticipée, il faut faire quelque chose. Et puis on s'est aperçu que ça ne suffisait pas à deux personnes. Et on a mis en place, c'est à l'époque de Pierre Bérou, qui était responsable des crises et des risques à EDF, un groupe qui permettrait d'avoir une entité à côté des cellules de communication et d'opération
et de la cellule dirigeante, qui permettrait d'avoir un lieu où on s'interroge sur les 4 questions que j'évoque toujours. De quoi s'agit-il? Quels sont les pièges? Quels sont les acteurs? Et quelles sont les 2-3 combinaisons d'initiatives un peu inventives qu'on pourrait suggérer? Et donc ce groupe travaillait et travaille de son côté et de temps en temps fait le point avec les autres. Donc ce sont des personnes prises dans un vivier qui sont préparées et donc qui n'ont aucun problème à rentrer dans une pièce en sachant qu'on va les interroger et sur feuille blanche. Et tout ce qui est évident ne l'est pas. Et la question qu'on leur pose, c'est est-ce que vous pouvez nous débrouiller cette affaire? Donnez-moi les points clés, les arrêts de vivre. Ne me dites pas qu'il faut envoyer le SAMU ou les pompiers. Bon, ça, merci, on a déjà fait. La question, c'est est-ce qu'on a quelque chose dans un angle mort qu'on n'a pas vu? Et comme les crises aujourd'hui sont de plus en plus nourries par ces angles morts dans lesquels on ne voit pas, on n'intervient pas, on ne comprend pas, on ne communique pas, cet apport est absolument fondamental aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est très loin de nos conceptions, à la fois intellectuelles et surtout d'urgence, où là, on est pris par vite, faisons. Et là, c'est plutôt vite, réfléchissons, même si on laisse faire tout ce qui est aspect d'urgence. Mais la question, c'est est-ce que j'ai une question d'avance sur la situation? Sinon, j'aurai toujours des réponses de retard. Comme on va avoir des phénomènes de plus en plus rapides, à développement éventuellement explosif, il y a une nécessité absolue, c'est d'anticiper. Autrement, du coup, vous allez essayer de rattraper une catapulte sur le pont d'envol et ça va être difficile. Donc, le plus en amont possible, il est nécessaire de réfléchir, d'intervenir, de préparer, d'alerter. Et on le voit, on l'a vu avec les tempêtes de 99, on l'a vu avec les inondations de l'Aude récemment. Comment je peux anticiper? Alors, ça pose des problèmes fondamentaux. C'est-à-dire que, quelque part, nos cultures scientifiques nous ont appris à rendre une copie lorsqu'elle était à peu près ficelée. Est-ce que dans nos cultures scientifiques, il y a l'idée, je dois informer immédiatement dès lors qu'il y a quelque chose que je sais que je ne comprendrai pas dans le temps de la décision? C'est très très loin de nos cultures. Et Dominique Dormont disait quelque chose de très important, ça c'était sur la vache folle, mais c'est vrai pour tout aujourd'hui. La première question que le décideur doit poser à l'expert, c'est quelles sont les limites de vos connaissances? Et la première chose que l'expert doit faire vis-à-vis du décideur, c'est de lui clarifier les limites de ses connaissances. Qui peut me dire quoi, dans quel délai, avec quelle fiabilité? Et ça, c'est la question fondamentale. C'est pas trop notre... nous, on va plutôt être séquentiel, on va attendre l'expertise, et là, sur cette expertise, on pourra prendre des bonnes décisions. Dans un milieu aujourd'hui pulvérulent, à très très haute vitesse de développement, il va falloir changer nos cultures. Mais c'est extrêmement difficile. Tous les livres de Thomas Kuhn sur le travail scientifique montrent bien qu'il dit bien dans son ouvrage l'incertitude à la marge, ça va. Mais le questionnement fondamental, la mise en cause du paradigme, ce n'est pas du tout dans nos gènes et pas du tout dans les gènes scientifiques. On n'a pas l'habitude de le faire. Ce n'est pas très facile. Il faut l'apprendre, il faut le faire. Et là, on a un véritable problème. Et du côté des experts, et du côté des décideurs, et du côté des populations, parce que c'est très compliqué. Je prends l'exemple sur les cyclones aux États-Unis. J'avertis mal sur Katrina, après j'avertis très bien. Là, on évacue plus les gens, mais le cyclone change de trajectoire et prend les gens sur l'autoroute. Et puis, qu'est-ce que je fais s'il me faut 96 heures pour évacuer, mais que je n'ai d'informations qu'au bout qu'avant 72 heures, et que ça se reproduit 3 fois dans le mois avec le changement climatique? Donc, ça pose autant de questions sur comment j'anticipe et qu'est-ce que je fais de cette anticipation. Et comment je fais savoir aujourd'hui, et ça c'est très loin de nos cultures dirigeantes, que je n'ai pas réponse à tout et que ça restera quelque chose d'extrêmement délicat. Et donc s'il doit se passer quelque chose à 3 heures du matin, peut-être que je vous avertis à 10 heures le soir et non plus à 3 heures sur le mode, tiens, il y a quelque chose vraiment qui se profile là, mais je ne peux pas vous dire de quoi. Et je serais peut-être amené à faire une erreur et à la recommencer dans 15 jours.
Donc comment je fais pour adapter les mentalités à ça? Si on ne le fait pas, ce sera toujours la mise en cause de l'autorité sur le mode vous auriez dû m'avertir. Et si vous avez averti, ce sera vous m'avez averti 3 fois dans la semaine et donc c'était pas bon. Donc il y a un problème de confiance fondamentale pour être capable de traiter cette anticipation. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une vue claire sur les événements qui peuvent se produire. Probablement que si je décide d'avoir telle norme de construction, mais qu'il faut que je prenne l'hypothèse renouvelée de vent à 260 km/h, il ne faudrait pas que la norme se retourne contre moi et qu'elle ne soit plus pertinente. J'ai vu aux États-Unis, vous construisez des digues, des murs autour d'une rivière, ça déborde et le mur devient facteur de crise parce que c'est ça qui a entraîné après que l'eau ne pouvait plus s'écouler et que l'inondation était plus grave que ce qu'on avait pu penser. Ou le sentiment de protection parce que vous avez fait un mur de 5 mètres et à Fukushima, ça passe à 10-15 mètres. Donc là encore, on va être dans un milieu qui n'est pas stabilisé. Et le problème, c'est que la norme, vous la mettez, pour la mettre en œuvre, ça va être beaucoup d'années. Donc on risque d'avoir un problème de fluidité entre la norme et la découverte des réalités sur lesquelles la norme devrait... Bon, ça suppose là encore de l'anticipation, de la plasticité dans les actions et beaucoup de communication pour développer une grande sensibilité avec la population pour ne pas perdre l'élément de confiance. Donc voilà le paquet sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Et ça suppose d'anticiper le plus possible et d'avoir des attitudes les plus ouvertes possibles vis-à-vis des populations pour essayer de dire on ne va pas se raconter des histoires, voilà la situation, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui là-dessus? Et en essayant d'éviter le réflexe classique, c'est vous qui décidez, nous on critiquera. Bon. Et donc ça a posé des questions de fond sur quel type de discussion aujourd'hui et toutes les contradictions qui peuvent se produire. On le voit déjà sur les zones dites noires ou autres, où c'est en inondation forte, potentielle. Mais là aussi, il faut faire très attention. Je me rappelle dans un des séminaires de préfets, il y avait un préfet sur un département qui a dit « Moi, je veux bien évacuer les zones à risque ». Chacun avait en tête le camping qui se met dans le lit de la rivière. Il dit « Non, c'est pas ça. Moi, j'évacue les 2/3 du département ». Donc là, on est à un autre niveau, quoi. Qu'est-ce que je fais avec toutes nos zones littorales? Si on a une élévation des mers et puis une grosse tempête, ça suffit, ce n'est pas la peine d'attendre la fin du siècle. Comment je m'adapte? Et qu'est-ce qui est socialement acceptable? Qu'est-ce qui sera accepté? Et je pense que beaucoup va dépendre de l'attitude des personnes qui sont en responsabilité. Et c'est d'une subtilité très compliquée, quoi. Et là, il faut voir travailler parce que quand la caméra arrive, c'est un peu tard pour se dire, tiens, comment je prends la question? Il y a une expérience à l'Université de Columbia à New York qui est vraiment intéressante. C'est un des professeurs qui a fait un séminaire. Le titre, c'est l'ignorance. Et il demandait à des collègues du monde entier de venir à ce séminaire pour parler de leur ignorance. Alors il dit qu'au début, ils étaient assez surpris parce qu'ils étaient là, toujours invités pour dire tout ce qu'ils savent. Et là, c'était non. Quelles sont les questions sur lesquelles vous n'avez pas de réponse et sur lesquelles vous aimeriez travailler, ou les questions que vous n'êtes même pas posées, est-ce que vous pourriez partager ça? Et finalement, c'était un grand succès. Et je crois que développer la capacité à être à l'aise sur des feuilles blanches, sur des questions qu'on ne sait pas poser, sur les angles morts, ça ne va pas vous donner les clés de tout. Ça va vous donner une plasticité mentale, une capacité justement à anticiper les problèmes. Vous n'allez pas tous les éviter, mais vous verrez beaucoup plus vite que si vous ne l'avez pas fait les problèmes qui se posent. Comme on est nécessairement condamné à faire des erreurs, on les verra beaucoup plus vite et on les corrigera beaucoup plus vite.
et on sera beaucoup plus à l'aise à discuter avec des gens qui vous disent il y a une question que vous n'avez pas vue. Oui, vous l'avez. Ok, j'ai pas vu cette question, mais moi j'en ai 3 autres sur lesquelles je pensais avoir vu, j'avais pas vu. À nous deux, ça fait 4. On va pouvoir travailler. C'est tout à fait autre chose que de dire bon, votre question ne se pose pas, de toute façon on a les réponses, et ouais, moi j'ai les bonnes réponses, et là on est perdu. Et je crois que c'est cette capacité, j'allais dire, à encaisser le choc des questions nouvelles qui déferlent aujourd'hui à une très très haute vitesse sur tous les sujets, hein, qu'il s'agisse de terrorisme, de climat, de tenue économique, de bouleversement technologique à tout moment, de X-Gate dans tous les sens, bon, de contrats sociaux qui sont complètement bousculés. Sur tous ces sujets-là, on est confronté à cette question de l'ignorance. Et donc d'entrer dans le jeu avec nos certitudes, parce que c'est comme ça qu'on a été sélectionné, promu, parce qu'on avait les bonnes réponses, être capable d'embrasser ces questions et surtout d'y être à l'aise pour être créatif collectivement là-dessus, je pense que c'est le but à viser si on veut naviguer dans ces territoires de plus en plus complexes.